Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et certifiée en thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle. Ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel tu es invité à trouver des ressources, des informations, des expériences, des interviews avec d'autres intervenants pour t'aider à créer un lien entre ton corps et ton esprit, à créer, à nourrir une relation bienveillante avec toi-même et à mieux comprendre comment toi tu fonctionnes et comment les gens, les êtres autour de toi fonctionnent. Bienvenue dans ce nouvel épisode solo qui est un peu particulier. Alors bienvenue à toi si tu viens régulièrement m'écouter et bienvenue à toi si c'est la toute première fois que tu viens rejoindre Incorporer. En fait, je me suis rendu compte qu'entre-temps, il y a plein de personnes nouvelles qui viennent et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire une présentation de qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais et je partage ce que je partage. Et ce sera sous une forme un peu particulière parce que je m'invite moi-même dans une interview aujourd'hui. En fait, comme je l'ai dit en intro, à la base, je suis médecin et c'est toujours mon métier et c'est mon métier depuis plus de 20 ans maintenant. Ça fait 21 ans que je travaille en tant que médecin. Et autant ça peut être curieux d'entendre parler un médecin du psychocorporel, parce que malheureusement, on n'est pas encore nombreuses à s'intéresser au lien entre la psyché et le corps d'une façon un peu plus psychologique. Et en revanche, on est heureusement de plus en plus de médecins qui font une liaison entre un parcours et la science, et enfin un parcours médical très traditionnel et d'autres formes de soigner qui sont complémentaires. Parce que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas opposer la médecine occidentale et des thérapies entre guillemets plus alternatives, peut-être plus anciennes aussi. Ma base, c'est une base vraiment scientifique et en fait la science, autant elle a des limites et il y a d'autres approches qui sont peut-être pas encore vraiment explorées de façon scientifique, mais qui fonctionnent quand même et qui fonctionnent peut-être pour certaines personnes et moins pour d'autres. Comme d'ailleurs ça peut être le cas pour les médicaments aussi, il y a certains médicaments qui fonctionnent, enfin chaque personne est différente et chaque personne réagit un peu différemment à différentes molécules. Et comme tu vas entendre dans l'interview, comme plein de personnes, j'ai bien fonctionné au quotidien tous les jours jusqu'au jour où ça n'a plus marché et dans tout ça, j'ai découvert que j'ai un corps, j'ai découvert le lien entre le corps et la psyché. J'ai appris qu'on peut gérer différemment et tout ça, ça fait des pièces de puzzle qui m'amènent à ce que je fais aujourd'hui, partager toutes ces ressources dans le podcast qui m'ont amené aussi à créer mon cours en ligne, ma sécurité intérieure. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie d'apporter aujourd'hui. Et donc avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Olivia, bienvenue dans ton propre podcast. Alors la première question, elle va être très simple. Ça fait 21 ans que tu travailles en tant que médecin. Je pense que c'est en 2004 que tu es venu en France pour commencer à travailler en tant que médecin. Pourquoi tu te rajoutes le travail
d'un podcast alors que tes journées sont certainement assez pleines déjà? Bonjour, merci pour cette première question. Alors oui, en effet, je pourrais, passer tout mon temps à travailler en tant que médecin au cabinet et en même temps, je crois la première motivation, c'est de rendre les choses plus accessibles qui m'ont aidé moi-même sur mon chemin. Parce que moi-même j'ai vécu des choses difficiles et comment dire? Je viens d'assez loin parce qu'à un moment donné, je fonctionnais bien, genre, je fonctionnais même très, très bien dans mon travail en tant que médecin et jusqu'à être amenée au burn-out parce que pendant longtemps, je ne savais pas que fonctionner très bien, ça voulait dire, en tout cas pour moi, être complètement coupé du corps et du coup, j'avais longtemps l'impression que, tout allait bien, alors que maintenant avec le recul, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas si bien que ça. Sur le plan professionnel, ça allait bien, mais dans mes relations, c'était un peu le chaos. Dans mes réactions émotionnelles, ça pouvait être chaotique aussi et aussi il y avait pas mal de blessures, de maladies, mais encore il m'envoyait des symptômes que je ne comprenais pas trop et vu que sur les derniers 20 ans ou 10-15 ans, ça a beaucoup changé et que les ressources que j'ai trouvées pour moi-même, d'ailleurs souvent à l'étranger, n'existent pas encore trop en France, en tout cas moi je les ai pas trouvées. À un moment donné, je me suis dit: «J'ai envie de rendre tout ça plus accessible». Mmh, c'est une question que je me suis posée aussi, parce que toi tu es allemande, bon ça fait 21 ans que tu es en France, mais tu aurais pu faire le podcast en allemand aussi. Oui, c'est vrai. Et en Allemagne, il y a plein, plein, plein de ressources déjà en ce qui concerne le trauma, tout ce qui est psychocorporel, tout ce qui est autocompassion. Les Allemands, les Allemandes parlent en général aussi bien l'anglais et moi, je me suis heurtée à un moment donné dans mes accompagnements. En fait, je travaille avec l'autocompassion et j'ai appris beaucoup avec Tara Brach, Christopher Germ, Christine Neff et j'ai demandé à mes patients d'écouter leur méditation, sauf que la plupart m'a dit: «Mais moi, l'anglais, c'est pas possible» et comme on n'a rien trouvé qui me convenait en français, eh bien, je crois que c'était vraiment là le moment où je me suis dit: «Eh bien, dans ce cas-là, il faut que moi je le fasse en français». Peu importe mon accent et des fois probablement ma manière de m'exprimer pas correctement, mais voilà, je voulais vraiment faire ça pour la France, pour le pays dans lequel je vis et je travaille. Mmh. OK, alors, tu parles beaucoup de la régulation du système nerveux, du lien justement entre le corps et l'esprit, du trauma. Comment est-ce que tu es venu à t'intéresser à ces sujets? Alors, c'est venu de façon progressive et de façon assez inconsciente, je pense, parce que moi-même, je médite depuis mon adolescence. J'ai exploré des méditations différentes et quand j'ai travaillé en addictologie, en fait, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 10 ans, dans l'hôpital général psychiatrique et puis aussi en addictologie. Je me souviens, quand je faisais des consultations, à un moment donné, je commençais à ne plus être très contente de ne pas avoir d'outils pour les personnes que j'accompagnais. Parce qu'en gros, elles venaient, elles me racontaient leur malheur pendant une demi-heure. À la fin de la demi-heure, la personne, elle pleurait toujours et moi, souvent, je pleurais avec et tout ce que j'avais ou comme outil, c'était des médicaments et j'ai pas trouvé ça très, satisfaisant et intuitivement, j'ai commencé à méditer avec les patients que je voyais, de leur faire des respirations. Sauf que, en fait, je savais pas trop ce que je faisais là et pourquoi et surtout je me sentais pas légitime. Ça faisait un peu bizarre, le médecin qui médite à l'époque avec, des patients
Mais à l'époque, en fait, je savais pas encore que c'était mes ressources préférées parce qu'elles m'aidaient moi-même et je comprenais pas encore le mécanisme derrière. Ça, je l'ai appris quand, après mon burn-out, j'ai commencé à me former en thérapie sensorimotrice parce que j'ai pris une année off après 10 ans à l'hôpital et pendant cette année, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire maintenant?» en dehors de faire des remplacements pour gagner un peu ma vie et j'ai mis sur Google, je me rappelle, j'ai mis corps et thérapie et je suis tombée sur certaines formations dans la thérapie sensorimotrice qui m'a ouvert vraiment plein de portes. Comment tu as fait le lien alors entre ton vécu, tes méthodes que tu appliquais et système nerveux, corps, trauma? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore répondu vraiment à cette question. Donc, dans le niveau 1 de thérapie sensorimotrice que j'ai fait aux Pays-Bas, il s'agissait du trauma et je me rappelle qu'au début, je me suis ça me parle pas trop ce thème» et en fait, en allant dans les détails et en travaillant beaucoup avec le corps, j'ai commencé à me rendre compte que, wow, j'étais pas mal concernée parce que je ressentais des choses. Je commençais à premièrement, j'arrivais à m'apaiser alors qu'avant, je me rendais même pas compte que j'étais agitée ou dans un état d'anxiété. Mais en apprenant à m'apaiser, d'un coup, je me suis rendu compte que, ah oui, avant avant, j'étais pas vraiment là et progressivement, mais ça a dû mettre des années quand même, j'ai commencé à comprendre comment je suis arrivée au burn-out. Parce qu'en dehors de hôpital psychiatrie, addictologie, j'ai travaillé pendant 6 ans aux urgences psychiatriques et les 4 premières années, j'adorais mon travail d'urgentiste, enfin, psychiatre urgentiste, parce que c'était souvent des situations délicates où il fallait agir vite. Souvent, parfois c'était des moments agités qui pouvaient même être dangereux avec des personnes très, très agitées et ah ouais, et du coup, je me rends compte avant même, j'étais pendant 4 mois aux urgences somatiques, alors aux vraies urgences et même là, j'adorais l'adrénaline parce qu'en fait, dès qu'il y avait une urgence, je me rendais compte que je gardais vraiment mon sang-froid et presque dans des moments les plus difficiles, je fonctionnais au mieux. C'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était un mécanisme que je connaissais depuis longtemps, qui m'a vraiment aidée pour le boulot, mais dans la vie privée, moyen. Parce qu'en fait, pourquoi je fonctionnais dans ces moments de stress? C'est que j'avais une capacité assez bonne de complètement me couper de mes sensations et aussi de mes besoins à l'intérieur. Et d'ailleurs là, quand je le dis, mon corps j'ai des frissons. Être coupé du corps, c'est une vraie ressource et ça peut vraiment aider dans certaines situations, surtout dans ce genre de métier. Mais en général, on n'a pas la capacité de choisir quand est-ce que je me coupe et quand est-ce que je me coupe pas. Quand on se coupe autant dans le métier que dans les relations interpersonnelles et dans la vie privée. Du coup, c'est pas très souhaitable d'être tout le temps coupé. Ça peut amener à des conflits, à des incompréhensions. Quand on est coupé de soi-même, c'est impossible d'être en relation avec l'autre. Donc à un moment donné, tu as commencé à faire autrement. Oui, en effet. Bon, j'avais déjà ces ressources comme la méditation, le yoga que j'utilisais pour moi-même, mais de façon inconsciente. À partir du moment où j'ai commencé à me former en thérapie sensorimotrice, j'ai vraiment commencé et je dis commencer parce que quand on est vraiment coupé de ses propres sensations, ça peut mettre des années, hein, pour commencer à ressentir et aussi à conscientiser. Donc avec cette nouvelle formation, j'ai appris à utiliser des ressources vraiment consciemment et du coup, de pouvoir vraiment
les diriger. Et par exemple, avant, je faisais une analyse pendant 8 ans et les derniers 3 ans, je crois, je suis devenue de plus en plus malheureuse et la réponse à ça, c'était: «Il faut en parler plus». Et quand j'ai commencé ma formation en sensorie, j'ai arrêté l'analyse et 6 mois après, j'ai commencé à me dire: «Mais je commence à changer. Il y a des choses qui commencent à aller mieux. Je suis moins malheureuse. Je commence à retrouver un peu qui je suis, retrouver du goût à la vie». Et du coup, moi, j'ai fait mon propre sens de ça. J'ai commencé à me dire: «Ah mais oui, il y a quand même des thérapies qui fonctionnent vite quand on ne va vraiment pas bien». Et j'ai commencé à mettre en place dans mon quotidien, hem, ce que j'ai appris, tout simplement. OK, c'est assez intéressant tout ça. Passons à un autre domaine. Tu proposes ton podcast, tu proposes aussi un cours en ligne qui s'appelle «Ma sécurité intérieure» et autant dans le podcast que dans ton cours en ligne, tu tu invites d'autres personnes. C'est pas fréquent non plus que les médecins, ils, font appel à d'autres, métiers, surtout quand c'est du, entre guillemets, «alternatif». Oui, c'est vrai. Alors, j'espère que c'est de moins en moins vrai, mais Hem, moi, je l'ai appris dans tout mon parcours là, en addicto, ça s'est couplé un peu avec c'était pas forcément tout de suite la même période, mais j'ai monté une ELSA pendant ce temps aux urgences et en addicto, une équipe de liaison de soins en addictologie à l'hôpital général. Et c'est quoi une ELSA en fait? C'est une petite équipe qui va dans les différents services, donc en, cardiologie, en gastro-entérologie, en rhumatologie, enfin dans tous les services de l'hôpital pour, premièrement, voir et orienter les personnes qui ont des troubles d'addiction, mais aussi pour former les équipes. Les former, par exemple, par rapport au sevrage nicotinique, le sevrage du tabac. On a mis en place des protocoles par rapport au réveil, au en réanimation, parce qu'il y avait plein de personnes qui avaient des réveils hyper difficiles. À l'époque, ça n'existait pas encore, enfin, c'était vraiment le début de tout ce qui est prise en charge addicto et les études ont montré que quand c'est des gros fumeurs qui ont eu un accident et qui sont dans le coma, au moment du réveil ou avant, quand on les met sous patch nicotinique, le réveil se passe beaucoup mieux et beaucoup moins traumatisant. Donc on avait mis ça en place, par exemple. Et aussi par rapport au délirium tremens, les personnes qui sont alcooliques, qui le disent peut-être pas forcément. Avant, les psychiatres donnaient des neuroleptiques, alors que maintenant on sait qu'on peut traiter ça différemment, de façon plus efficace et du coup il y avait de moins en moins ce délirium tremens qu'on craignait vraiment beaucoup parce que ça peut avoir des conséquences graves pour les personnes. Bref, du coup, pendant cette période-là, autant j'ai, donné des formations, mais aussi, surtout, je me suis rendu compte à quel point c'était important de travailler de façon pluridisciplinaire, de travailler avec d'autres métiers, d'autres professions. Bon là, ah, c'est vrai, c'était surtout avec les autres, services, mais après, on les orientait aussi les patients et c'est déjà à l'époque que je me suis rendu compte, ou peut-être je le savais, je me rappelle plus, mais qu'il y a vraiment d'autres, manières d'accompagner qui peuvent être très, très efficaces et surtout en addicto, il y avait déjà des équipes où on pratiquait du shiatsu par exemple ou du tai chi, du qigong et j'adorais justement agrandir ce réseau et échanger avec les différents intervenants. OK, je comprends mieux parce que moi je me suis toujours dit: «Ça fait un beau virage d'être médecin et de finir par faire des formations». Enfin c'est pas très proche, mais je crois que je commence un peu mieux à comprendre pourquoi maintenant
et comment tu fais des formations. Oui, c'est vrai, en fait, on l'apprend pas du tout pendant les études de sensibiliser et de former, mais pour les formations, c'est vraiment l'ELSA qui m'a aidée quand j'ai monté cette petite équipe. J'ai, j'ai dû apprendre à former et j'avoue, je pense que je le faisais pas du tout bien à l'époque surtout. Je me rappelle, il y avait une 1 heure qu'on devait donner dans un auditorium pour les médecins et les médecins-chefs des différents services. Il y en avait vraiment pas beaucoup, hein, il y avait peut-être 20 à 30 personnes, mais j'étais toute jeune, c'était en français, pourtant j'adorais le sujet. Il y avait mon infirmière à côté, mais je devenais toute rouge, je bégayais, c'était l'enfer. C'était un peu plus facile quand j'étais dans les services avec juste des petites équipes d'infirmières médecins, mais à l'époque, c'était l'enfer et peu à peu, j'ai appris. Maintenant, je me suis formée aussi sur comment guider des formations et maintenant, j'adore. C'est ma passion et du coup, j'ai appris plein d'outils dans différents domaines quand même ces derniers 15-20 ans que je mets ensemble pour justement maintenant être bien dans mon podcast et pour pouvoir transmettre ce que je trouve utile et ce qui va ensemble aussi dans mon cours en ligne Ma sécurité intérieure. Mmh, maintenant ça fait sens. Merci beaucoup pour ton partage. Bienvenue après cette interview un peu particulière. Donc j'espère que tu es inspiré et en fait, pourquoi je partage tout ça? Je pense que mon message principal, c'est de te montrer que tout ce parcours m'a aidé à grandir, mais surtout, si moi j'ai réussi à gérer différemment, toi tu es capable de le faire aussi. Chacune d'entre nous est rempli de ressources. On a tellement de ressources à l'intérieur et on n'en est pas conscient. Et si tu as vécu des choses difficiles, des moments difficiles, des peut-être traumatismes, eh bien, on peut être coupé des ressources. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, ça veut dire qu'on a perdu l'accès. Et cet accès, il peut se retrouver. Et en fait, tout ce parcours m'a donné envie d'accompagner d'une façon un peu différente. Et maintenant, ça prend tout plein de formes, comme ce podcast qui est gratuit, où je donne tout mon savoir par petits bouts. Et si tu as envie d'aller plus loin de façon construite et d'une façon progressive, eh bien, il y a Ma sécurité intérieure. La liste d'attente, elle est ouverte actuellement. Donc, merci beaucoup pour ta confiance, merci pour ton écoute. Si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait peut-être faire du bien d'écouter cet épisode, merci de le partager. Et si tu as envie de soutenir mon travail, si c'est pas encore fait, tu peux abonner la chaîne, me laisser des commentaires là où tu écoutes le podcast. Tu es bien sûr là ou le bienvenu de t'inscrire à la lettre d'Olivia où je partage encore autre chose différemment. Et tu me trouves aussi sur Instagram. Tu peux m'écrire sur Instagram. Maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te le souhaite et je te souhaite d'accéder à toutes les ressources dont tu as besoin. Et je suis heureuse de te retrouver ici dans une semaine. Prends bien soin de toi. À bientôt.